J'étais assise pendant ma pause déjeuner au travail, en train de faire défiler mes emails à moitié quand le texto est arrivé. Il venait de mon père. L'écran s'est illuminé avec un seul message: nous avons décidé de couper les ponts. Ne te montre plus jamais nulle part. 5 minutes plus tard, ma sœur a aimé le message. Pas de contexte. Pas de préavis, juste une phrase qui mettait fin à des décennies de liens familiaux comme s'il s'agissait d'une réponse à un RSVP de groupe. Je me souviens avoir regardé l'écran, même plus surprise. Point fatigué, j'ai répondu sans émotion, je retirerai mon nom de tous les prêts demain. Et c'est là que la mèche a touché la dynamite. À minuit, le groupe de discussion familiale était inondé de notifications, tout en majuscules, des demi-phrases, le blâme faisant du ping-pong entre mes parents comme s'il s'agissait d'un sport d'équipe tordu. Ma mère hurlait virtuellement que je les abandonnais. Mon père n'arrêtait pas d'écrire que j'étais manipulatrice et cruelle. Et ma sœur, qui avait toujours aimé le drame, a commencé à m'appâter avec des demi-vérités et des souvenirs tordus, comme si c'était le lycée et qu'elle était à nouveau la reine de la cafétéria. Mais aucun d'eux n'a mentionné le problème réel. Aucun d'eux n'a évoqué le fait que, depuis 4 ans, je porte silencieusement le poids de leur dette financière, le prêt de l'entreprise familiale sur lequel mon père avait déjà fait défaut une fois à mon nom, la deuxième voiture, celle dont ma mère disait avoir besoin jusqu'à ce que son crédit s'améliore, les services publics et les réparations de la maison qu'il ne pouvait pas se permettre parce qu'il investissait dans l'avenir. Moi encore. Et d'une manière ou d'une autre, c'était juste prévu, que je continue à tout assumer pendant qu'il critiquait à tour de rôle ma carrière, mon petit ami et la façon dont je vivais ma vie. Je suis devenu leur plan de secours. Ils n'ont même pas eu la décence de me remercier jusqu'à ce que soudain je ne sois plus utile. Ou peut-être que j'ai juste cessé de me taire, et ils ont décidé que j'étais le problème. Alors ils m'ont coupé, pensant que je reviendrais en rampant. M'excuser, supplier, reprendre le ping. Ils ont dit que je l'avais rendu réel. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à la banque. Je leur ai dit que j'entamais la procédure pour me retirer en tant que cosignataire de tous les prêts en cours. J'ai envoyé un email à la compagnie d'assurance pour annuler la police sur la voiture qu'ils conduisaient toujours à mon nom. J'ai appelé la caisse de crédit et j'ai pris rendez-vous pour vendredi afin de transférer la pleine propriété de la dette. Ils ne l'ont pas vu venir. Et quand ils l'ont vu, ça a frappé fort. Ce soir-là, le ton a changé. Mon père a envoyé un SMS, sans crier cette fois, c'est allé trop loin. Tu ne comprends pas ce que ça nous fait. Puis ma mère, nous étions juste bouleversés. Tu es notre fille. Tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça. Et puis, finalement, ma sœur, ils ne peuvent pas obtenir de nouveaux financements sans ton crédit. Tu vas vraiment nous planter pour rien? Il n'y avait aucune raison. Je leur ai donné des années. Je leur ai donné des filets de sécurité financière et les ai sortis de problème après problème. Je les ai laissés me faire honte, me blâmer, me rejeter, et je suis resté quand même. Et au moment où j'ai demandé un minimum de respect, ils ont clairement indiqué que je n'avais de valeur que par mon score FICO. Il ne s'agissait pas de famille. Il s'agissait d'accès. Accès à mon argent, mon nom, mon silence. Mais les serrures ont été changées. Je n'allais plus être le bouc émissaire et le guichet automatique de la famille. Ils ont fait le premier pas. J'ai juste terminé ce qu'ils avaient commencé. Demain, je finirai les papiers avec la banque, et après ça, ils pourraient résoudre leurs problèmes sans moi. Ils ont choisi de couper les ponts. Alors, j'ai allumé le pont derrière moi. Le lendemain matin, je suis entré à la banque comme si je l'avais répété dans ma tête. Je n'ai pas bronché quand l'agent de prêt a haussé les sourcils en voyant la liste des comptes dont je voulais que mon nom soit retiré. J'avais apporté tous les documents, chaque ligne de signature surlignée. J'avais passé la nuit précédente à tout rassembler pendant que mon téléphone vibrait sur la table avec de nouveaux messages. Ma mère a essayé la culpabilisation. Mon père a essayé la logique. Ma sœur a prévisiblement essayé la moquerie. Mais j'avais arrêté de lire. C'était surréaliste d'être assise là dans ce bureau, à remettre des formulaires qui, sur le papier, rendaient tout définitif. Ce n'était pas seulement des prêts ou des cosignatures. C'étaient des lignes de vie que j'avais tendues alors qu'ils faisaient semblant que je n'existais pas à moins qu'ils n'aient besoin de quelque chose. Ils dépendaient de moi pour maintenir la lumière allumée. Littéralement. Ils n'ont juste jamais pensé que je m'en irais. Quand j'ai quitté la banque, j'ai rallumé mon téléphone. Il y avait des messages vocaux, 9 au total. Ma mère sanglotait dans l'un d'eux.
Mon père était furieux dans un autre. Ma sœur a dit qu'elle espérait que mon petit ami me larguerait et que je me retrouverais endetté. Celui-là m'a fait rire parce qu'elle décrivait en gros leur propre vie. Je les ai ignorés et j'ai conduit directement à l'entrepôt que je louais secrètement depuis quelques semaines. C'était la partie qu'ils ne connaissaient pas. J'avais vu ça venir. La dernière grosse dispute que nous avons eue, quand mon père m'a crié dessus parce que je n'étais pas rentré à la maison pour Thanksgiving parce que je devais faire des heures supplémentaires. C'est là que quelque chose a cliqué. J'ai commencé à sortir lentement mes affaires personnelles de leur maison où je vivais encore techniquement à l'époque, même si je n'y avais pas passé un week-end complet depuis près de 6 mois. Et maintenant, toutes mes affaires étaient en sécurité hors de leur propriété. Rien pour qu'ils puissent menacer ou prendre en otage. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de mon père, « Tu as fait ton point. Trop, c'est trop. Viens à la maison pour qu'on puisse arranger ça comme des adultes, d'accord, Phil ?» Comme des adultes qui envoient des exils par SMS d'une seule phrase et qui piquent une crise quand leur poule aux œufs d'or cesse de pondre des œufs basés sur le crédit. Puis est venue la bombe, si tu ne règles pas ça, on pourrait perdre la maison. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point le trou était profond. Ils ne s'étaient pas contentés de m'utiliser. Ils avaient tout construit, absolument tout, en partant du principe que je dirais toujours oui, que je serais toujours là, peu importe la façon dont ils me traitaient. Ce n'était pas juste une mauvaise éducation. C'était un plan. Et maintenant qu'il s'effondrait, ils se débattaient comme des rats sur un navire qui coule. Alors, j'ai répondu une fois, vous m'avez coupé. Je vous donne juste ce que vous avez demandé. C'est le dernier message que je leur ai envoyé cette semaine-là. J'ai passé le week-end chez mon petit ami. Il n'a pas dit grand-chose, ce que j'ai apprécié. On a juste fait des pâtes, regardé des films stupides, et laissé le silence être sûr. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas cherché à fouiner pour des potins. Il m'a juste laissé de l'espace pour respirer. Et pour une fois, j'ai eu l'impression de pouvoir le faire. Le dimanche, le ton avait encore changé. Ils n'étaient plus en colère. Ils étaient désespérés. Et je pouvais le sentir. La tempête n'était pas finie. Elle commençait juste à se retourner dans ma direction. Mais cette fois, je n'allais pas plier. Le lundi a commencé trop tranquillement. Pas de SMS, pas d'appel manqué, pas de mails passifs-agressifs, j'espère que tu vas bien. Après 3 jours d'être harcelée, humiliée et soumise à un waterboarding émotionnel par tous les canaux de communication possibles, j'aurais dû me sentir soulagée. Au lieu de cela, je l'ai senti dans mon estomac, comme l'air avant une tempête. Ce silence n'était pas la paix. C'était une stratégie. J'étais à mi-chemin de ma recharge de café au travail quand mon responsable m'a fait signe. Il a dit que quelqu'un demandait à me voir à l'avant. Une femme ne voulait pas donner son nom. J'ai demandé à quoi elle ressemblait, connaissant déjà la réponse. Il a dit qu'elle avait la cinquantaine. Beau manteau, semblait poli mais intense. Je suis allé à l'avant, et elle était là. Ma mère, assise dans la zone d'attente comme s'il s'agissait d'un ramassage scolaire. Elle s'est levée trop vite et a commencé à parler immédiatement, comme si elle avait peur que je m'en aille. Elle m'a dit qu'elle me pardonnait. Me pardonnait. Elle a dit qu'ils en avaient discuté et décidé que j'avais eu mon petit moment. Et maintenant, il était temps de rentrer à la maison et de nettoyer ce gâchis. Je n'ai rien dit, je me suis juste retourné pour partir. Elle a suivi. Puis elle a sorti un dossier. À l'intérieur, des photocopies de tous les documents financiers que j'avais touchés au cours des 4 dernières années, préco-signés, documents commerciaux, mes anciens relevés de carte de crédit, même ma déclaration d'impôt de l'année dernière. Elle a dit qu'ils avaient parlé à un avocat. Elle a dit que l'avocat leur avait dit que je pourrais être légalement obligé de continuer à payer certaines choses à moins que je ne suive la bonne procédure. Elle a dit qu'il y avait des failles. Elle a dit qu'il pourrait rendre les choses très difficiles si je ne coopérais pas. Je n'ai même pas demandé comment elle avait obtenu ces papiers. Je suis passé devant elle et suis retourné à mon bureau comme si elle n'était pas là. Mon responsable m'a regardé, mais n'a rien dit. Je me suis connecté, j'ai ouvert mes comptes bancaires et j'ai commencé à changer les mots de passe. Mais ça a empiré. Ce soir-là, je suis resté chez mon petit ami. Il vivait dans un complexe tranquille juste à l'extérieur de la ville, loin de ma famille. Impossible qu'il connaisse l'adresse. Ou du moins c'est ce que je croyais. À 7h30 le lendemain matin, on a frappé à la porte. Qui était-ce ?
sinon ma sœur? Cheveux bouclés, maquillage fait, portant un faux sourire, un visage qu'elle réservait pour quand elle essayait de manipuler quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose qu'il regretterait. Mon petit ami a répondu. Elle a demandé à me parler seule. J'ai dit non. Alors, elle est restée là dans l'embrasure de la porte et a commencé à parler comme si nous étions à un brunch. Elle a dit que j'étais immature, que je ne comprenais pas la pression que subissaient maman et papa, que les collecteurs avaient commencé à appeler à la maison, que la carte de crédit de l'entreprise était gelée, qu'ils ne pouvaient même pas acheter d'épicerie parce que le compte joint que j'avais fermé était essentiel. Elle a dit qu'elle était prête à laisser le passé être le passé si je voulais juste appeler la banque et co-signer une fois de plus, juste pour un prêt relais, juste pour les faire passer le mois. Je lui ai demandé comment elle m'avait trouvé. Elle a dit que c'était facile. J'avais identifié mon petit ami sur une photo une fois. Elle a juste parcouru sa liste d'amis, suivi les miettes de pain, trouvé l'immeuble. C'est là que j'ai réalisé que je les avais de nouveau sous-estimés. Ils n'étaient pas seulement désespérés. Ils étaient délibérés. Elle a dit, tu crois qu'il va rester quand il verra le gâchis que tu as laissé derrière toi. C'est ce qui a fait craquer. Je lui ai dit de partir. Il a essayé de continuer à parler. J'ai fermé la porte au nez. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai supprimé les derniers liens qu'ils avaient avec moi. J'ai complètement fermé la ligne de crédit conjointe. Je ne l'avais laissée ouverte qu'avec un seul nul par pitié. J'ai gelé le profil d'entreprise partagé avec le comptable. J'ai même pardonné le solde impayé d'un petit prêt personnel que je leur avais fait l'année dernière juste pour qu'ils ne puissent jamais l'utiliser comme excuse pour me contacter à nouveau. Ils n'avaient plus rien pour me menacer. Plus de levier, plus de crochets. Ce soir-là, j'ai tout raconté à mon petit ami, les années de dette, la manipulation, la façon dont ils avaient façonné toute leur vie autour de moi en me vidant comme une ressource au lieu de m'élever comme une fille. Il a écouté, puis a dit qu'il était fier de moi, non pas pour leur avoir tenu tête, mais pour m'être enfin choisi moi-même. Le lendemain, j'ai reçu un email de leur avocat. Pas une vraie menace, juste assez de jargon juridique pour paraître effrayant. Mais la banque avait déjà confirmé, mon nom avait disparu. Mes comptes étaient protégés. Ils ne pouvaient rien faire. Alors, j'ai répondu par une seule phrase, il n'y aura plus de contact, pas d'émotion, pas d'explication, juste une limite. Ils pensaient que je ne survivrais pas sans eux. Ils n'avaient aucune idée que je le faisais seul depuis le début. Non, j'allais commencer à vivre pour de vrai. Et je voulais qu'ils le voient. Une semaine passa sans contact, puis une autre. Cela aurait dû ressembler à la paix, comme atteindre enfin le rivage après des années à nager à contre-courant. Mais ce n'était pas le cas. Pas complètement. Le silence était trop précis, trop calculé, comme s'il n'en avait pas fini. Ils se regroupaient juste derrière le rideau. Et puis ça a recommencé. Pas d'eux directement, bien sûr. Cela aurait été trop évident. Le premier message est venu d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle a dit qu'elle avait entendu dire par ma mère que j'avais fait une dépression nerveuse et que j'avais soudainement quitté la famille, qu'ils étaient profondément inquiets et voulaient juste que je rentre à la maison. Elle a terminé en disant, ils disent que tu ne vas pas bien. Y a-t-il quelqu'un à qui tu peux parler? Celui-là m'a fait rire aux éclats. De toutes les façons dont ils auraient pu tordre l'histoire, ils avaient opté pour l'angle de la fille instable. 2 jours plus tard, une femme de mon église de jeunesse m'a envoyé un message de nulle part. Elle a dit qu'elle avait croisé mon père dans une épicerie et qu'il avait l'air maigre et triste. Elle a dit qu'il lui avait dit que je les avais bloqués et que j'avais coupé tout contact et que cela leur brisait le cœur. Elle a terminé en disant, quoi qu'il se soit passé, peut-être juste appeler. Ce sont tes parents. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mais j'ai commencé à remarquer autre chose. Plus je restais parti, mieux je commençais à me sentir. Pour la première fois depuis des années, je pouvais réellement voir mon chèque de paie durer tout le mois. Plus de demandes aléatoires pour des factures d'urgence ou des virements rapides. Plus de prélèvements soudains sur des comptes joints ou d'activités suspectes sur des cartes partagées. Plus d'appels concernant des paiements en retard dont je n'ai jamais su que j'étais responsable. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais. J'ai emménagé à plein temps chez mon petit ami. C'était la décision la plus facile que j'avais prise depuis des mois. Pas de drame, pas de jeu financier. On partageait le loyer, on cuisinait ensemble, on gérait les factures comme des adultes. Il n'a pas bronché quand je lui ai tout raconté.
Il a juste écouté et n'a pas essayé de réparer les choses. Il est juste resté. C'est là que j'ai réalisé à quoi ressemble réellement l'amour et à quoi ne ressemble pas la manipulation. Puis vint le lien Zillow. Un collègue de lui l'a envoyé. Il a dit, « La famille de ta petite amie n'habitait pas ici ?» Mon petit ami l'a ouvert à côté de moi. C'était leur maison. Mise en vente. Offre en espèces seulement. Marqué comme pré-saisie. Aucune mention des rénovations personnalisées ou des appareils coûteux que j'avais payés. Juste une coquille dépouillée. Je n'avais rien fait pour forcer cela. Je n'avais pas envoyé une seule lettre. Je me suis juste éloigné, et tout s'est effondré sans moi. Le lendemain, j'ai reçu un email de ma mère. Pas un SMS, pas un appel, un email clairement rédigé, probablement réécrit 10 fois. Il commençait doucement, « Tu nous manques. Les choses ne sont plus les mêmes sans toi. » Au 3e paragraphe, la culpabilité s'est installée, « Nous savons que nous avons fait des erreurs, mais nous n'aurions jamais pensé que tu abandonnerais réellement ta famille. » Puis est venue la véritable raison, « La santé de ton père s'aggrave. Nous sommes en retard sur les paiements. La maison va être saisie. Nous n'avons nulle part où aller. » Et enfin, la supplique, « Je sais que tu as dit que c'était fini, mais tu as toujours eu un grand cœur. Tu t'es toujours occupé de nous. Peut-être peux-tu reconsidérer. Juste cette fois. » Voilà. Ils ne me contactaient pas parce qu'ils avaient changé. Ils me contactaient parce que j'avais arrêté de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Pas fille, pas famille, pourvoyeuse. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis connecté à mon compte et j'ai fait un don de $200 à un refuge pour victimes de violences domestiques. Je n'essayais pas d'être poétique. J'avais juste besoin d'envoyer l'argent quelque part qui aidait réellement les gens à échapper aux choses qui les piégeaient. Quelques jours plus tard, je suis passé devant leur maison en voiture. Elle était vide. Pas de voiture, lumières éteintes, un panneau à vendre par le propriétaire affaissé dans le jardin. Cela aurait dû être satisfaisant, mais ça ne l'était pas. Oui, cela confirmait tout ce que je savais déjà. Ils ne m'ont jamais considéré comme une personne. J'étais leur plan B, leur filet de sécurité de score de crédit, leur éternel recours. Non, ils allaient devoir apprendre à survivre sans moi parce que je ne reviendrais pas. Pas maintenant, jamais. Je croyais vraiment que c'était fini. La maison avait disparu. Tous les comptes auxquels ils avaient accès étaient verrouillés, fermés ou débarrassés de mon nom. Je les avais bloqués sur tout, de mon téléphone à mes emails, en passant même par LinkedIn. J'avais même commencé une thérapie, me donnant enfin la permission de parler de choses que je faisais semblant d'ignorer. Pour la première fois depuis des années, je ne regardais plus par-dessus mon épaule, jusqu'à ce que j'ouvre ma porte et qu'il soit là. C'était un dimanche après-midi. Mon petit ami et moi venions de rentrer d'un petit week-end. Une petite escapade sur la côte. Pas d'itinéraire, pas de drame. Nous étions en train de déballer les courses quand j'ai vu la voiture garée de l'autre côté de la rue comme une camionnette de surveillance, la vieille berline noire de mon père, celle que je l'avais aidé à réparer l'année dernière quand il avait dit qu'il n'avait pas les moyens de payer un mécanicien. J'ai figé. Ils étaient juste assis là, moteur éteint, fenêtre fermée, à regarder. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas fait signe de la main. Je suis rentré et je me suis assise comme si un poids venait de retomber sur ma poitrine. 15 minutes plus tard, on a frappé. Je n'ai pas répondu. Alors, ils ont frappé encore et encore jusqu'à ce que j'ouvre finalement la porte. Ils tenaient une boîte en carton. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos de moi, des dessins que j'avais faits à la maternelle, des cartes d'anniversaire dont j'avais oublié l'existence, quelques bibelots de ma chambre d'enfant. Ma mère tenait la boîte comme si c'était une offrande de paix. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, son expression illisible. Elle a dit qu'il réduisait la taille. Elle a dit que la maison avait disparu et qu'il recommençait à zéro. Elle a dit qu'il n'était pas venu pour se disputer, qu'il voulait juste parler. Mon père a ajouté que leur fille leur manquait. Ils ont dit que j'avais toujours été le ciment. Ils ont dit qu'ils étaient perdus sans moi. Je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé la boîte. Puis ma mère a dit qu'ils étaient désolés, mais pas d'une manière qui voulait dire quelque chose. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée de m'avoir utilisé, d'avoir signé mon nom sur des papiers sans me le demander, de m'avoir traité d'égoïste quand je ne pouvais pas couvrir un remboursement de prêt, d'avoir traité mon soutien financier comme une obligation.
Elle ne s'est pas excusée pour les années de culpabilité silencieuse ou pour la façon dont ma sœur s'en tirait toujours avec tout alors que l'on s'attendait à ce que je répare tout. Elle a dit qu'elle était désolée de la façon dont les choses s'étaient terminées, pas de ce qui avait causé la fin. Ils n'étaient pas là pour assumer quoi que ce soit. Ils étaient là parce qu'ils avaient peur, qu'ils étaient seuls, qu'ils étaient fauchés et qu'ils croyaient encore que l'on pouvait me culpabiliser pour que je les sauve. Je leur ai demandé où ils allaient déménager. Ils ont dit qu'ils n'en étaient pas encore sûrs. Ils ont dit qu'ils avaient postulé pour quelques locations, mais qu'on leur avait refusé. Crédit trop bas, revenu trop instable. Puis mon père a dit les choses clairement, nous avons besoin de ton aide. Juste le temps de nous remettre sur pied. Ce mot. Juste une autre signature. Juste une autre carte. Juste assez pour me ramener en arrière. Je leur ai dit non. Calmement, enfin, j'ai dit que je ne voulais pas d'argent d'eux. Que je n'attendais rien et que je ne courais pas après ce qu'ils me devaient encore. Ils pouvaient garder le canapé, le réfrigérateur, la machine à laver que j'avais payée. Garder les meubles que j'ai achetés quand leur entreprise était sur le point de redémarrer. Garder tout. Je n'en voulais pas parce qu'il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait du silence, de la liberté de ne plus être lié à des personnes qui ne se souvenaient de vous que lorsque les factures arrivaient à échéance. Ma mère m'a demandé si je les détestais. J'ai dit que non. Je lui ai dit, la haine prend de l'énergie. Et j'utilisais enfin la mienne pour moi-même. Ils sont restés là une minute maladroite, comme s'ils ne pouvaient pas croire que ça ne marchait pas. Puis ma mère a posé la boîte par terre et est partie. Mon père a suivi sans dire un mot. J'ai laissé la boîte dehors pendant 2 jours. Finalement, je l'ai jetée, non pas parce que je ne me souciais pas des souvenirs, mais parce que je n'avais plus besoin de la preuve que j'avais été là. Plus tard dans la soirée, je me suis assise à côté de mon petit ami sur le canapé. Nous n'en avons même pas beaucoup parlé. Il a juste pris ma main, et j'ai réalisé ce que c'était que la stabilité. Pas de manipulation, pas de demande soudaine, pas de double sens, juste la paix. Laissez-les regarder ma vie de l'extérieur maintenant. Laissez-les voir à quoi ça ressemble quand je ne suis plus le ciment qui maintient ensemble des gens brisés. Je n'étais plus leur solution. J'étais enfin en train de devenir la mienne. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Pas d'une manière qui comptait. Quelques mois se sont écoulés, et le silence est devenu normal. J'ai arrêté de vérifier les anciens comptes de messagerie. J'ai cessé de m'attendre à ce que les numéros bloqués proviennent d'eux. J'ai arrêté de rejouer de vieilles conversations dans ma tête. C'était comme si j'avais quitté un pays où j'avais vécu et que j'avais soudain réalisé que je ne voulais plus jamais y retourner. Mais de temps en temps, un message m'atteignait. Pas d'eux, jamais directement, mais par les fissures du cercle social qu'ils avaient l'habitude de hanter. Un cousin éloigné m'a envoyé un message sorti de nulle part pour me demander si je pouvais parler à mes parents parce qu'ils traversaient une période difficile. Un vieil ami de la famille m'a tagué dans un commentaire Facebook sur la grâce et le pardon, cherchant clairement une réponse. Je ne leur en ai jamais donné. Puis j'ai commencé à entendre les détails. Ils ont quitté la maison avant que la banque ne puisse la saisir. Mon père a trouvé un emploi à temps partiel pour faire des livraisons. Ma mère a commencé à faire du babysitting au noir. Ma sœur, qui disait autrefois que j'étais trop coincé pour vivre une vraie vie, vivait à nouveau dans leur appartement exigu, sans emploi, blâmant tout le monde sauf elle-même. Quelqu'un m'a dit qu'ils avaient essayé de créer une nouvelle entreprise. Elle a échoué en 2 mois. Pas de crédit, pas de soutien, plus personne à duper. J'étais méconnaissable de la personne qu'ils connaissaient. J'avais enfin remboursé ma dernière dette, celle que je portais silencieusement depuis le début de la vingtaine parce qu'ils avaient promis qu'ils m'aideraient, puis avaient fait semblant de ne pas s'en souvenir. Disparu. J'ai été promu à nouveau. Un vrai titre, un coin du bureau avec de vraies fenêtres et une équipe qui me rendait compte. J'ai commencé à aller régulièrement en thérapie. Je ne parlais pas de vengeance. Je parlais de limites, de la bizarrerie d'avoir grandi en pensant que l'amour signifiait sacrifice. De la peur de partir quand on a été formé toute sa vie à rester. Et surtout, du bien que cela faisait de ne pas le faire. Mon petit ami, non, mon partenaire maintenant, était toujours avec moi, toujours calme, toujours silencieux, toujours présent. Nous avons signé un bail pour un nouvel appartement, plus grand, la lumière entrant de tous les côtés, un espace qui ressemblait à quelque chose que nous avions construit ensemble, pas quelque chose que je portais pour quelqu'un d'autre. Un soir, j'ai trouvé une vieille boîte au fond de mon placard.
Elle était remplie de lettres, surtout les miennes, d'entrées de journal, de notes à moi-même que je n'avais jamais envoyées. L'une d'elles était une liste de choses que j'aurais aimé pouvoir dire à mes parents. Elle avait été pliée et dépliée tellement de fois que les bords étaient doux. Elle disait des choses comme « Je ne suis pas votre investissement. Je ne suis pas votre deuxième chance. Vous n'avez pas le droit d'appeler ça de l'amour si ça ne marche que quand je suis utile. » Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé parce que je n'en avais plus besoin. Ils avaient essayé de revenir dans ma vie. Ils s'étaient présentés, avaient appelé des avocats, avaient retrouvé des adresses, avaient culpabilisé des parents. Ils avaient envoyé des boîtes de souvenirs et des excuses tordues. Ils avaient tout fait sauf changer. Ils voulaient que je revienne, non pas parce que je leur manquais, mais parce que ce que je leur donnais leur manquait. Mais je n'étais plus à leur disposition. J'étais enfin devenu quelqu'un qui n'avait pas besoin de leur approbation, de leur permission ou de leur reconnaissance. Et l'ironie, c'est qu'ils sont ceux qui m'ont dit que je ne survivrais pas sans eux. Maintenant, ils me regardent prospérer pendant que leur vie se désagrège du même chaos qu'ils avaient l'habitude de me déverser. Et je n'ai pas dit un mot. Pas de représailles, pas d'appel de colère, pas de publication de capture d'écran ou de les traîner dans la boue. Je n'en ai pas besoin parce que je vis bien, tranquillement, proprement, selon mes propres conditions. La meilleure vengeance n'était pas de les détruire. C'était de réaliser qu'ils n'avaient jamais mérité de faire partie de cette vie que j'étais en train de construire. Et la porte, elle n'est pas seulement fermée. Elle a disparu. 1 an plus tard, c'est presque comme s'ils n'avaient jamais existé. Je ne le dis pas d'une manière cruelle. Je le dis de la manière dont une blessure cicatrisée cesse de démanger. La cicatrice est là, bien sûr, mais elle n'exige plus d'attention. Je me réveille le matin, et ma première pensée n'est pas de savoir s'ils ont essayé de me contacter. Je ne vérifie plus ma liste de blocage comme avant. Je ne scanne plus tous les numéros inconnus ou ne regarde plus par-dessus mon épaule quand je suis en public. Je suis juste là, vivant libre. Mon petit ami, toujours mon partenaire, maintenant mon meilleur ami au sens propre du terme, m'a demandé une fois si j'avais déjà pensé à y retourner, à renouer le contact, juste pour dire quelque chose de final, peut-être pour avoir le dernier mot. Et je lui ai dit la vérité. Je ne veux pas avoir le dernier mot. Je l'ai déjà pris quand je suis parti. Ils ont eu chance après chance de bien agir envers moi, pas seulement au cours des dernières années, mais toute ma vie. Ils ont choisi d'utiliser la culpabilité comme une arme, de se faire passer pour des victimes quand je ne jouais pas le jeu, d'encaisser ma loyauté comme s'il s'agissait d'une carte de crédit illimitée. Et quand j'ai arrêté, ils ne se sont pas excusés. Ils ont paniqué. Maintenant, ils vivent dans un appartement d'une chambre dans une banlieue que personne ne veut admettre d'où il vient. Les mêmes personnes qui se vantaient autrefois de mes revenus, de ma carrière, de ma fiabilité. Ces mêmes personnes évitent maintenant silencieusement le sujet, faisant semblant que je les ai coupés pour une petite chose, comme si ce n'était pas des années de longue trahison. Ma sœur a essayé de me contacter une fois par le biais du compte de quelqu'un d'autre. Elle a dit qu'elle était en thérapie. Elle a dit qu'elle voyait enfin les choses clairement. Elle a dit que je lui manquais, mais pas une seule fois elle n'a dit « Je suis désolé ». Alors, je n'ai pas répondu. Certaines portes ne se rouvrent pas. Certains ponts ne se reconstruisent pas. Pas par dépit, mais par paix. Parce que si je les laissais revenir ne serait-ce qu'un peu, je sais comment ça finit. Ils pleurent. Ils demandent. Ils tirent. Et je saigne. Alors, j'en ai fini de saigner pour des gens qui ne me voient jamais que comme une ressource. Au lieu de cela, je construis quelque chose qui est à moi, ma carrière, ma relation, ma vie, mon identité, séparée d'eux, intouchés par leur chaos. Et s'ils se demandent un jour ce qui m'est arrivé, ils peuvent me chercher. Ils peuvent voir les photos des endroits où j'ai voyagé, les objectifs que j'ai atteints, la vie que j'ai construite. Ils peuvent voir les sourires qui ne sont pas faux, la paix qui n'est pas performative. Ils peuvent voir la vie que je n'ai jamais été autorisé à vivre pendant qu'ils tenaient les rênes. C'est la vraie fin. Pas une confrontation dramatique, pas une dispute dans une allée, juste ça. Ils ont perdu l'accès, et j'ai trouvé la liberté.